Ça y est, on est en ligne. Bonjour à tous. Salut Tanguy, bienvenue sur ce nouveau live France DevOps. Avant de se lancer, pour ceux qui sont déjà connectés, je vois pas s'il y a un peu de monde, n'hésitez pas à me mettre un petit message dans le chat pour me confirmer que de votre côté, tout passe bien et qu'il n'y a pas uniquement Tanguy et moi qui nous entendons. Là, ce serait un peu dommage de se parler pendant une heure sans avoir un minimum de public. Euh, Par quoi je vais commencer? Avant de te donner la parole, Tanguy, petite annonce. On a pris le temps là avec Morgane juste avant de publier les prochains talks qu'on aura sur France DevOps. Donc tout est en ligne sur francedevops.fr. Vous n'avez pas encore la possibilité de vous inscrire, mais en tout cas vous pouvez aller voir ceux qu'on aura l'occasion de découvrir. On en vient à notre sujet. Rebonjour, re-bienvenue Tanguy. Donc Merci. Tanguy, CEO de DoNow. Je te laisserai un peu de temps pour présenter DoNow, qui est une société de service, c'est ça, sur Lyon. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Et aujourd'hui, tu viens nous faire un Rex sur une migration vers EKS. Exactement. Exactement, Super. c'est le but de la com, c'est d'essayer de raconter un petit peu comment on a fait, les problèmes qu'on a rencontrés, les solutions qu'on a trouvées, et comment s'adapter aux besoins du client. Très bien, bah, ça tombe bien, écoute, c'est à toi. Je Let's te go. laisse la parole et je te dis à tout à l'heure pour une éventuelle session de questions-réponses s'il y en a pendant ta présentation. Super. Ben, merci à toi. Merci À Thomas. tout à l'heure. À toutes. Du coup, mon écran s'affiche bien. J'espère que vous le voyez bien. Voilà, donc du coup, comme l'a dit Thomas, le but c'était de faire un Rex, un retour d'expérience sur une migration vers EKS. Donc déjà, premièrement, je voulais remercier évidemment France DevOps pour l'invitation, la proposition et la mise en place de tout le système. Du coup, moi, je m'appelle Tanguy Charon, je suis le CEO et le créateur de la société DoNow, qui aujourd'hui a 10 salariés sur Lyon. Et je vais présenter un petit peu la société dans un premier temps, du coup, ce qu'on fait. Après, un petit disclaimer sur le projet, et puis pour vous donner des briques qui vont permettre de mieux comprendre ce que nous avons mis en place et pourquoi on l'a mis en place. Faire un état de l'art d'existant, la solution, et ainsi que sa mise en place. Puis, on va parler du déploiement de production, parce qu'il y a plusieurs systèmes et plusieurs façons de faire. Donc, nous, on en a choisi une adaptée aux besoins du client. Les problèmes qu'on a rencontrés, on va évidemment parler des solutions. Est-ce qu'il y a une réduction de coûts? Voilà, une grande question. Et une petite conclusion. Voilà. Et à la fin, j'aurai du temps, évidemment, pour les questions. Donc, la présentation de DoNow. DoNow, c'est une société que j'ai créée il y a maintenant 5 ans. On est aujourd'hui 10 personnes. On est spécialisé sur la partie développement opérationnel. Donc, ça peut être autant de la gestion d'un point de vue d'équipe, autant des compétences techniques, donc d'infrastructure. Donc, on délivre de la formation, on est certifié Calliope, on délivre de la formation dans toutes ces technologies-là, donc Kubernetes, le cloud, les architectures et l'agilité également, parce que c'est très souvent un petit peu lié, ces éléments-là. Donc, on a aussi une activité de service où on accompagne nos clients pour leur trouver des équipes et augmenter et scaler leurs équipes de tech. Et derrière, on a développé aussi un outil qui s'appelle Cumulus. L'idée de Cumulus, c'est d'aider et d'accompagner les clients à migrer sur Cube. Donc, c'est vraiment une boîte à outils. En fait, on a développé en tant que module tout les briques possibles en fait que nous demandent les clients. Donc c'est-à-dire que si en fait après on peut avoir un cube à la carte, c'est-à-dire qu'on peut choisir son log manager, on peut choisir le système de métriques qu'on veut, on peut choisir si on veut du Datadog, si on veut du New Relic, si on veut du Grafana, si on veut du Keda, et donc on a tout fait en mode module, et donc en 20-30 minutes en fait on arrive chez le client, il installe l'infrastructure sur un compte cloud qui souhaite. Donc voilà, on arrive à adapter à une architecture cube assez pertinente. Et donc du coup, nous, c'est notre spécialité, c'est là où on va accompagner nos clients dans la migration vers Kubernetes ou en tout cas vers le cloud. Et donc on va essayer d'infogérer ça si c'est le souhait, ou sinon c'est en mode projet un peu plus comme là je vais vous présenter. Voilà, donc ça c'est certains de nos clients avec qui on travaille, beaucoup d'acteurs sur Lyon.
Disclaimer sur le projet, voilà, donc j'ai eu l'autorisation évidemment de la société pour parler de la partie technique. Donc du coup, tout ce qui est toute ressemblance avec des personnes ou des projets existants ou ayant existé est purement fortuite. Voilà. C'est pourquoi peut-être que les noms de projets ou si jamais je parle de noms de personnes, ça a été remplacé vers différents pseudonymes. Du coup, ce projet-là, on est arrivé dans une société qui avait monté une solution qui était un peu en mode startup scale-up et en fait, elle avait 0 DevOps, une infra en place, 7 développeurs avec testeurs PO. Voilà, donc une équipe de 7, on va dire, technique et déjà une prod. Donc ils avaient déjà des clients. Donc on peut voir, ça c'est la courbe, du coup, du nombre d'utilisateurs par jour. Et là, on peut voir qu'il y a des pics qui peuvent aller jusqu'à 1,5 million de requêtes. Voilà, donc c'est sympa parce que du coup, c'est des projets qu'on aime bien, dans le sens où il y a déjà un petit peu de la matière, il y a déjà des petites questions qui se posent. On est là en termes de se dire, est-ce qu'il faut faire du zero downtime deployment? Est-ce qu'il faut gérer 2-3 trucs un peu touchy? Donc ça, c'est sympa. Donc l'état de l'art, quand nous on est arrivé, on a eu ça. Donc là, s'il y en a qui connaissent un peu le monde d'AWS et l'infrastructure, on va le déployer ensemble. Donc ça a été volontairement un petit peu offusqué, hein, donc c'est pour ça que c'est un peu illisible, mais on va le voir ensemble. Là, on voit que pour une équipe de 7, les mecs, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 environnements. Donc, ils sont 7, ils ont 5 environnements, hein, donc il y a quasiment un environnement par personne. Bon, c'était un peu drôle parce que c'est un petit peu surchargé. Ils ont un élément qui s'appelle Peak, qui est en fait un peu leur compte de service, hein. C'est là où ils stockent le Jenkins qui va gérer l'ensemble du système. C'est là où ils rentrent leurs images de Docker, etc. Enfin, tout ce qui est commun en fait aux trois versions. Donc là, on a un VPC avec du VPC peering pour que tout le monde puisse discuter ensemble, des subnets. Et donc c'était un vieux système, je pense qu'il existe encore aujourd'hui, hein, avec un load balancer, des instances de C2 qui démarraient, qui étaient derrière un load balancer et qui étaient redirigées comme ça. Et donc, il y avait plusieurs microservices et les microservices démarraient sur les différentes instances EC2. Voilà, donc bon, là, quand on voit ce genre d'infrastructure, on se dit qu'on peut aujourd'hui faire un peu plus simple, un peu mieux. Et là, il y a un Cloud Front avec un S3 devant. Bon, ça, c'est du classique. Et ça a été, pour le coup, là-dessus, il n'y avait pas grand-chose à redire. La base de données, elle était extérieure. C'était une RDS, du coup, parce qu'on parlait d'AWS. Et donc, du coup, c'était une RDS derrière. Et là, on avait un peu toutes les machines qui tournaient. Donc on a une infrastructure AWS cohérente. Donc là, c'est le point. Cohérente dans le sens où, qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure cohérente? C'est une infrastructure qui répond aux besoins, c'est-à-dire qui ne crache pas de manière intempestive et qui répond au business, hein, parce que ça reste le business drive la tech, c'est pas l'inverse. Voilà. C'est pas la tech qui drive le business, dans le sens où le plus important, c'est d'avoir une infrastructure qui fonctionne. Utiliser du cube ou pas du cube, c'est une autre question, mais c'est un problème plus d'ingénieur qu'un problème de business. Donc l'infrastructure était cohérente parce qu'elle fonctionnait, etc. Elle coûtait un peu cher. Donc leur problème, c'est qu'ils avaient du mal à scaler, hein, et leur deuxième problème, c'est que ça coûtait un peu de sous. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'appuyer sur un truc qu'ils connaissent, mais on sent que c'est pas des DevOps, on sent que ces gens, c'est pas leur domaine d'expertise de créer une infrastructure. Leur système de déploiement, il est tel qu'on a des tests, du build, du push, voilà, et ça passe très très bien avec du Semver. Voilà. Donc c'est assez classique. Le Semver, hein, je pense que tout le monde connaît, mais juste je vais rappeler très très succinctement. Le premier digit, c'est le break-in change. Du coup, hein, quand on met à jour ce digit-là, c'est-à-dire que si on le change, c'est-à-dire qu'on signale aux gens qui utilisent notre service qu'il y a un fort changement qui va sûrement nécessiter une modification de leur côté, ou en tout cas qui va les impacter. Le deuxième digit, c'est la mineure, hein, donc c'est un changement qui est mineur, hein, c'est-à-dire rajouter une nouvelle fonctionnalité qui n'est pas impactante ou peu. Rajouter un petit élément. Et le troisième digit, c'est un hotfix, hein, donc c'est soit un patch de correction de bug, soit ça peut être un patch de sécurité si la modification était minime. Donc voilà, donc ça c'était bien, ils utilisaient le Semver, hein, donc déjà on part sur une équipe qui a fait quelques trucs bien. Il y a des trucs moins bien, mais il y a quand même des trucs qui sont bien. La CD, par contre, c'était plus compliqué. Voilà, donc là, on voit qu'on est sur un truc un peu compliqué. C'était de Ansible qui s'amuse à démarrer une instance C2. Sur cette instance C2, le script Ansible allait installer des requirements.
Donc c'est-à-dire Docker et puis d'autres trucs dont ils avaient besoin. Je me souviens plus exactement de tout. Ils avaient Pool, du coup, Pool l'image Docker, et puis ils créaient une AMI de ça. Donc du coup, derrière, ils généraient une image, une sorte de snapshot de leur truc, et puis après, ils le filaient à un Lodge template, et puis on avait un ASG. Donc ASG, c'est Auto-Scaling Group, hein, donc c'est le système qui va rajouter des instances EC2 en disant, bah voilà, là, tu démarres une image Docker du service Foobar, hein, voilà, tu as le service Foobar, et donc du coup, dès que je recrée une nouvelle instance, je sais que j'ai une nouvelle machine qui va popper avec une image Docker dedans, qui va se lancer. Et donc, il faisait du rolling update, hein, c'est-à-dire qu'il en démarre une nouvelle, il supprime une ancienne, il démarre une autre nouvelle, il supprime une ancienne. S'il y avait 4 machines, il faisait ça en 8 étapes. Donc, il en démarre une, il en supprime une, il en démarre une, il en supprime une, etc., etc. Et voilà, et on avait déployé en production. Donc, on sent que là, ça va un peu long, c'est un peu long. Donc, du coup, déploiement par service, 40 minutes. Donc, quand on arrive, qu'on voit une équipe de 7 personnes hein, qui font des images Docker, parce que oui, ils font des images Docker. Ça veut dire que tout à l'heure, j'ai dit qu'ils avaient combien 5 environnements bah, ça veut dire qu'ils en ont 6, parce qu'ils ont aussi l'environnement de dev. Donc, c'était assez drôle. Donc, ils ont quasiment un environnement par personne. Et ils ont aujourd'hui ils mettaient 40 minutes, du coup, pour déployer un service. Donc, 40 minutes, c'est long, c'est très long, surtout pour juste aller voir si le bug qu'on a corrigé fonctionne. Enfin, c'est beaucoup trop long. Et ça veut dire 40 minutes dans l'autre sens également, hein. Ça veut dire qu'il faut bien se rendre compte que 40 minutes dans un sens, c'est aussi 40 minutes si dans le cas où il faut rollback. C'est-à-dire que si jamais on a déployé une bêtise et il faut revenir en arrière, c'est 40 minutes à se taper dans l'autre sens. Donc, c'est un peu long. Et ça, c'est à corriger assez rapidement. Parce que, voilà, dans le coût, on va parler du coût, il y a 3 000 € de dépensés. On voit qu'il y a plus de la moitié, hein, donc il y a 1 700 $, 1 800 qui sont dépensés, même peut-être un peu plus, je pense. Ça va peut-être mettre quasiment 2000, qui sont dépensés juste pour EC2 instance et EC2 Other. Donc on voit que c'est le service AWS qui consomme le plus dans leur cas. Mais il faut se rendre compte, ce que j'expliquais aux dirigeants de la société, c'est que leur plus grand coût, il n'est pas là. Limite, ça, c'est le moins cher. Le plus long, c'est les développeurs qui perdent 40 minutes pour tester un truc. Quand tu vois le prix d'un salaire d'un développeur, enfin, je veux dire, il faut optimiser son temps, il faut lui faciliter la vie. Donc, du coup, il perd sur les deux postes. Il y en a un qui est facilement calculable, l'autre qui est plus difficilement calculable. Donc, nous, on s'est dit, bon, bah, on pense pouvoir faire quelque chose, on pense pouvoir aller chercher un petit peu de sous. La solution qu'on leur a proposée, c'est de mettre en place de l'EKS avec l'Argo CD, parce que du coup, ils avaient déjà des images Docker. Donc ça, c'est pertinent, donc on peut mettre en place du Cube, c'est très chouette. Et notamment, on n'a pas de DevOps. Donc en fait, on leur a proposé en disant, bah ouais, mais l'idée, ça serait de vous installer une Ferrari, mais de faire en sorte que vous n'ayez pas besoin de passer au garage souvent, quoi. C'est-à-dire qu'elle tourne un peu toute seule, qu'elle soit un peu résiliente. Et donc, on leur a proposé Argo CD. Donc pourquoi EKS ? Parce que le client souhaitait rester sur AWS. On voulait les fonctionnalités de Cube pour pouvoir scaler plus facilement. Il y avait aussi une question de migration vers Azure potentielle. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient dit oui, peut-être qu'on va aller un jour vers Azure, c'est pas sûr. On a dit ok, bah du coup, Cube, ça match, parce que plus vous réduisez votre adhérence avec un cloud, moins déjà il vous coûte cher, hein, et moins déjà ça sera difficile à transvaser vers un autre compte cloud. Donc l'idée, c'était d'être le plus cloud agnostique possible, hein, donc dans la mesure de la logique. C'est-à-dire qu'on va peut-être pas leur faire manager leur propre Kubemaster, parce que là, c'est pas les mêmes problématiques. Mais du coup, avoir un service EKS managé, bah, c'est pas mal, parce que du coup, on se limite dans l'adhérence au compte cloud, et au passage, on a quand même du Kubernetes. Donc, si demain, il faut migrer vers Azure, il n'y a plus qu'à recréer un AKS, donc il y a un peu de taf. Mais globalement, les fichiers de conf, la façon de travailler avec le cluster, la façon dont toutes leurs API fonctionnera, etc., globalement, ça sera similaire. Et puis surtout, on fait que 2 environnements. On arrête de faire 14 environnements pour je sais pas quoi, avoir un environnement par personne. Faut être fou.
et un prod et un staging. Enfin, staging, un non-prod et un de prod. Voilà. Donc 2 clusters suffisent largement, et puis chacun se créera son namespace avec ses trucs, et basta. Pourquoi Argo CD? Argo CD, il y a une GUI, donc ça c'est joli, on aime bien quand ça clignote partout et que ça fait des guirlandes de Noël. On a un bouton de rollback, et ça, mine de rien, un client qui nous a fait remonter 2-3 fois, ah ouais, mais la dernière fois, on a envoyé un truc un peu pourri en prod, on a du rollback, ça a pris 40 minutes. On dit, voilà, il y a un petit bouton, tu cliques et puis tu es revenu en arrière. Monitoring, bon, je vais passer là-dessus parce que le monitoring sur Argo est quand même extrêmement simple. On voit le CPU, consommation sur CPU des nœuds, c'est tout. Donc, bon, c'est assez simple, mais on va dire que pour des devs, déjà, ils peuvent peut-être voir rapidement quelques petites choses. On peut l'installer en YAC, donc en infrastructure as code, donc du coup, ça c'est intéressant. Et surtout, c'est GitOps. Alors ça, GitOps, je pense que maintenant, beaucoup sont à l'aise, mais ceux qui ne connaissent pas, je vais l'expliquer. Le système de GitOps, l'idée, c'est de faire en sorte que l'arbre Git soit la référence de vérité. Voilà. L'arbre Git doit être la vérité. Donc, c'est de l'infrastructure as code, parce qu'au fond, ça décrit l'état de l'infrastructure comme du code le plus possible, avec des fichiers YAML. Mais c'est surtout qu'il y a une synchronisation entre le repo Git et l'état même de l'infrastructure. C'est-à-dire qu'on est capable de voir si quelque chose a drifté, mais on est capable de voir à l'instant T, de manière intemporelle, tout le temps, on va vérifier que c'est bien le cas. Et donc, ça nous permet de voir s'il y a un drift. Ça permet plusieurs effets qui se coulent. Le premier, c'est qu'on a tout l'avantage de Git qui sont avoir une suite logique d'audit, de log d'audit, en fait, d'informations en disant à telle heure, il s'est passé telle chose. On est sûr. Parce que du coup, on est arrivé, on a vu un commit qui s'est créé, à telle heure, il y avait ça dedans, et c'est machin qui l'a envoyé. Du coup, on peut aller, sans vouloir faire du finger pointing, mais on peut aller voir machin pour lui demander ce qui s'est passé, pourquoi on a fait ça, quel était le souhait derrière, est-ce qu'on peut rollback, etc. Et puis rollback, c'est super simple. Il suffit de faire git revert, entrer, push, ça revert tout seul. Et il y a également un autre effet qui se coule à ça, c'est d'un point de vue sécurité. C'est-à-dire que si quelqu'un va accéder à un pod dans un cluster cube et qui modifie, il a un peu trop d'accès, il arrive à modifier avec l'API serveur, modifier l'état du cluster cube, il y aura un drift. Du coup. Et là, Argo CD, vous pouvez le mettre dans 2 états différents. Vous pouvez soit lui mettre en synchronisation automatique, soit lui mettre en synchronisation manuelle. Et donc, si c'est la synchronisation automatique, lui, il va voir qu'il y a une diff sur le cluster. Il va dire, OK, il y a une diff sur le cluster. Moi, je ne la vois pas dans le repository Git. Bam, tu redescends. Et donc, il vous donne le diff. Et ça, c'est en effet aussi assez cool parce qu'on a tous allé en prod, corriger un bug en prod, modifier un truc en disant, oh là là, mais attends, je sais d'où ça vient, je vais sur le cluster de prod, je modifie telle ligne. Ah, t'as vu, ça marche. Tu vois le diff dans Argo CD en disant hey, j'ai modifié telle ligne, il y a telle ligne qui a été modifiée à tel endroit. Moi, je ne l'ai pas dans Git. Ok, tu prends la ligne, tu la rajoutes dans Git, tu push. Les 2 clusters sont synchronisés. Enfin, le cluster et le repository Git se sont synchronisés. Tout le monde est content. Donc, le GitOps, c'est très très cool. Donc là, j'avais une petite screenshot sur le out of sync de voir qu'il y a des choses qui ne sont pas synchronisées en fait entre l'état du cluster et l'état réel. Donc la CI, on va garder la même chose. Donc ça, c'est ce qu'on leur a proposé. Dans la CI, on a gardé la même chose. On fait les tests, on build, on push. Sauf qu'on fait un tag de déploiement. Donc quand je dis un push, c'est la création d'une image Docker. Donc ils vont créer leur nouvelle version, on ne change pas leur système de versionning. Par contre, on a créé un nouveau tag development qui va être un tag mutable, c'est-à-dire qu'il va pouvoir changer de hash. Donc là, les tags en CMVR, il faut mieux les rendre immutables, il vaut mieux leur permettre de ne jamais bouger, parce que ça n'a pas de sens, un tag qui bouge, sinon ça veut dire qu'il faut augmenter le CMVR. Mais avoir un tag mutable, mutable, celui-là, c'est intéressant. Pourquoi ? C'est pour éviter de s'embêter quand on est en phase de développement. Quand on est en phase de développement, ça va, ça vient, ça bouge dans tous les sens, parce qu'on teste des choses. Donc, c'est pas choquant d'avoir un tag mutable. Donc, voilà ce qu'on leur a proposé. En CD, donc là on a proposé 2 façons de faire. Donc en CD, on a simplifié énormément. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout, le schéma un peu compliqué. Là aujourd'hui, on a simplifié énormément. Argo CD en fait a un petit outil qui s'appelle Image Updater et il va se connecter à un ECR ou en tout cas un registry Docker. Et on va pouvoir lui donner des tags à suivre et lui dire, voilà, si tu vois que la référence de ce tag-là, le hash, parce que en fait, un tag, c'est ni plus ni moins qu'une référence vers un hash d'une image Docker.
Si tu vois que le hash a changé, tu updates automatiquement le microservice en faisant du rolling update classique. Et donc là, c'est entièrement automatique. Donc tu as une CI et la CI, elle merge toute seule parce que le tag development a changé, tu as rajouté un commit, tu as fait un changement dessus. Bam, c'est revenu. On a fait un update et voilà. Si le tag ne change pas, il se passe rien. Donc là, on a un déploiement qui met 2 minutes, quoi. On est passé de 40 minutes déjà à 2 minutes et qui est entièrement automatique sur la partie staging. Donc les mecs, ils poussent leur code et puis c'est bon, quoi. Donc gros gain. Après la partie production, bah, on a validé avec eux, hein, parce qu'il y a plusieurs façons de faire, mais la façon qu'on leur a proposée, c'est une façon manuelle. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on a écrit le numéro de version en dur dans Git. Donc dans Git, il y a la description de chaque application, et donc on a écrit l'application Toto, c'est le mode, c'est la version 2,1.2. Donc si tu veux passer à 2,2.0, et ben du coup, c'est à toi de le mettre à jour automatiquement. Et donc là, il y a une action manuelle, mais il y a juste un numéro à aller changer dans une configuration et faire un push, un git push du commit, et automatiquement, le cluster va voir que ça s'est mis à jour. Il va aller synchroniser, et ils vont aller se mettre tous les deux au même niveau. Donc ça, c'est manuel. Après, ça aurait pu ne pas l'être. Hein. Dans Argo CD, vous pouvez, enfin dans Image Updater, vous pouvez rajouter des regex, en fait. Hein. Vous pouvez mettre, par exemple, le breaking change, le mettre en dur, parce que ce qui est normal, parce que si un breaking change change, il faut sûrement prévenir, il faut sûrement faire des choses, vous pouvez sûrement pas le faire comme ça. Donc du coup, vous pouvez mettre par exemple 2 points étoiles, point étoile. Ça veut dire que dès qu'il y aura une mise à jour mineure ou une mise à jour de patch dans un Semver classique, et automatiquement ça va partir en production. Donc ça, c'est une possibilité également. Hein, si l'équipe est assez mature pour mettre en place leur process, c'est une possibilité. Mise en place de EKSCTL. Alors, EKSCTL, c'est à peu près 111 lignes de code qui vous permet de mettre en place un cluster EKS. Donc, plusieurs possibilités, soit utiliser Terraform, soit utiliser EKSCTL. Bon, pour ce cas-là, on a préféré utiliser EKS. Les avantages et inconvénients. Mais l'avantage, c'était que c'était produit par AWS. Donc, on a dit que c'était la manière la plus simple de créer le cluster et peut-être de le mettre à jour, etc. Donc, en 111 lignes, on a un cluster cube qui tourne. On a 4 clés de configuration, les VPC, le IAM User Role, Policy Access, le Manage Node Group, qui va permettre de manager les instances EC2. Et voilà, donc en quelques lignes, on se retrouve à avoir un cluster qui fonctionne et qui tourne très très bien. Et ça, c'est assez cool parce que je ne sais pas si vous avez installé Cube as a hard way, du coup, de la façon la plus dure, c'est un peu chaud d'installer un Kubernetes. Et donc, du coup, c'est quand même assez pratique de faire ça avec quelques lignes de commande. La mise en place de Argo, Argo, voilà, ça s'écrit en YAC, il y a une charte Helm aussi qui est disponible. Nous, on n'écrit pas tout ça, donc c'est très facile à mettre en place. Et puis, on fait un apply et c'est parti, quoi. Donc voilà, je suis passé assez vite là-dessus, mais il n'y a pas grand chose à dire, ça se met assez vite en place. Le déploiement en production. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour arriver jusqu'en production? Donc, on a mis en place toute l'infrastructure, on a déployé une nouvelle infrastructure, et on leur a proposé plusieurs choses. Donc, quel était votre but? Est-ce que le but, c'était de faire du zéro downtime? Donc, eux, ils m'ont dit le plus possible, hein, s'il vous plaît. Mais c'est pas critique si jamais ça crache. Bon, déjà, on se rassure, il n'y a pas mort d'homme si demain le site crache pendant une heure. On ne travaille pas pour un hôpital non plus. Donc du coup, on a vu avec eux qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait du Canary? Est-ce qu'on fait du Blue Green? Donc pour information, le Blue Green, c'est un pattern de déploiement qui est assez simple. Hein. L'idée, c'est l'aiguilleur de train. Hein. C'est de dire, je déploie ma nouvelle infrastructure. Elle est blue. Pour l'instant, ça renvoie vers l'ancienne, vers le green. Et donc, je vais switcher les deux. Tac, je renvoie tous les nouveaux utilisateurs en fait, qui vont arriver et qui vont se connecter. Ils vont se connecter directement sur la nouvelle infra. Donc, j'aiguille le trafic vers la nouvelle infra. Donc ça, il n'y a pas de downtime. Si les deux infras sont debout et que c'est correctement fait d'un point de vue gestion de base de données, etc., on ne perd même pas de
Le mode canary, qu'est-ce que c'est? Le mode canary, c'est le fait d'envoyer un pourcentage d'utilisateurs qui vont tester. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà créé votre compte, installé une application où il y avait une case à cocher qui dit est-ce que j'accepte de faire partie des bêta-testeurs? Si vous avez déjà coché oui à cette case-là, ben en fait, vous faites probablement partie des canaries qui vont passer dans la moulinette un jour. Parce que l'idée du canary, c'est de dire bah, ok, je prends une petite tranche d'utilisateurs. J'ai développé une nouvelle infrastructure. On peut même le faire à l'échelle d'une feature. On peut même le faire à l'échelle d'une feature. Il y en a certains comme Facebook ou Google qui sont capables de faire ça, mais ça demande de mettre en place beaucoup de process, mais c'est entièrement possible. De dire, bah, je vais prendre dans la base des utilisateurs qui ont accepté de faire partie des bêta-testeurs, parce que j'ai développé une nouvelle fonctionnalité, puis je veux savoir si elle est bien développée, je veux savoir si elle n'a pas de bug, je veux savoir si elle est pertinente, je veux savoir si elle est utilisée, et je veux savoir comment elle est utilisée. Donc en fait, vous allez créer une version bêta, vous allez mettre votre feature dedans, vous allez mettre plein de sondes partout pour analyser ce qui s'est passé, et vous allez renvoyer un certain pourcentage, un peu faible, 5 à 10%, des utilisateurs qui se connectent et qui ont accepté de faire partie du mode bêta. Et donc, du coup, tac, vous êtes redirigé vers cette infra, votre comportement est analysé, il faut le savoir, votre comportement est analysé pendant ce cas-là. Et donc, du coup, vous récoltez des data, et puis après, bah, du coup, vous migrez, soit la société qui a mis en place ça, bah, elle dit, bah voilà, petit à petit, en fait, on va migrer et augmenter. Petit à petit, on va passer à 20, 30%, 40%, 50%, puis hop, ça devient la nouvelle infrastructure. Soit c'était juste un test, puis on renvoie les 10% sur l'ancienne feature. Voilà, donc il y a plusieurs process, il y a le feature flag aussi, enfin bon, il y a plein d'autres patterns qui existent. Donc nous, on a fait du blue-green, donc pas nécessité de faire du canary release, puis en plus, on n'a pas l'info en fait que les utilisateurs acceptent ou pas de faire du bêta test, donc du coup, on n'a pas voulu faire du canary, il n'y a pas un besoin. Donc du coup, on a créé un DNS temporaire, hein, donc genre api.dunao.io, on a créé api-temp.dunao.io. Donc on a la nouvelle infra et l'ancienne, on a les deux qui tournent en même temps. On attend un moment avec un peu d'utilisateurs, on prévient sur l'application qu'il va y avoir peut-être des perturbations, qu'en tout cas il y a une mise à jour qui est en cours et que du coup on verra s'ils auront que du feu ou pas. Et après en fait on change juste le DNS dans l'ingress. Il faut savoir que c'est juste une ligne qu'on change, donc au lieu de api-tem.duno.io, on va taper api.duno.io. Et donc on va push cette modification, et là on a un outil dedans qui s'appelle CoreDNS, qui va aller, lui, automatiquement rajouter une entrée TXT dans Route 53 et faire la redirection, du coup, de l'ancienne valeur, api.duno.io, qui pointait avant sur l'ancienne infra, qui pointe maintenant sur la nouvelle infrastructure. Et donc, du coup, bah, tous ceux qui ont en cache l'ancienne IP de ce DNS-là, bah, eux, ils pointent encore sur un ancien infra. Mais c'est pas grave, on laisse tourner l'ancien infra. Et donc, tous les nouveaux qui viennent récupérer le cache, et ben en fait, ils vont dire, ah ok, c'est où que ça pointe, api.duno.io, ça pointe là-bas, ça pointe sur Cluster Cube, je vais sur Cluster Cube. Et donc, on a migré petit à petit, enfin pas petit à petit, en fait, on a migré d'un seul coup tous les nouveaux utilisateurs, puis les anciens utilisateurs ont été migrés petit à petit, en fait, quand leur cache tombait à 0, et que du coup, ils avaient besoin, leur cache DNS avait besoin de se mettre à jour, et donc aller récupérer la nouvelle IP. Donc, 0 downtime. Voilà, donc ça s'est extrêmement bien passé. On a migré toutes les applications et tout s'est très très bien passé. On a eu 0 downtime. Les problèmes qu'on a rencontrés. Alors, un problème, c'est un problème de readiness gate. Donc là, je vais vous expliquer comment ça se passe. On a un nouveau pod qui vient d'être créé, donc Kubernetes. Donc j'espère que tout le monde voit ce que c'est qu'un pod. Un pod, c'est un ensemble de containers. Pour la faire simple, il vaut mieux imaginer qu'un pod, c'est une application. Voilà. Donc, les autres containers, il y a un ensemble, mais il y en a un main, et puis d'un côté, il y a ce qu'on appelle des sidecars qui viennent se brancher dessus, mais pour faire d'autres éléments nécessaires à la vie de l'entreprise, mais pas l'applicatif. L'applicatif lui-même, souvent, c'est un pod par applicatif. Et donc, du coup, nous avons notre applicatif qui vient de démarrer. Et Kubernetes il est trop rapide, parce qu'en même temps, il est déjà dans le cluster, donc il est capable de voir si le pod il répond tout de suite, donc il check le pod fonctionne, et donc le pod il fonctionne. Sauf que là, mon pod, il a une adresse IP, parce que du coup, il est référencé par AWS, et donc l'ALB vérifie que l'adresse IP existe bien, et qu'elle redirige bien vers un pod qui répond bien.
Donc l'ALB, lui, il a besoin de temps. Sauf que vu que ça passe dans tout le méandre d'AWS et que c'est un peu plus long, même si on met le prix des health check Kubernetes et ALB en même temps, et ben on n'a pas le même niveau parce que déjà le pod il se crée, Kube il commence direct à vérifier si le pod est up, et puis après il crée l'entrée dans l'ALB, et c'est après que l'ALB vient vérifier si le pod est up. Donc il y a toujours un décalage. Donc l'ALB il attend un ou deux, il attend un success, mais lui il a déjà un success. Donc lui, il authentifie dans le kubeproxy et dans Kubernetes qu'on peut lui envoyer du trafic. Donc il te dit, bah, va à cette IP-là, et toi, quand tu passes à cette IP-là, tu passes par l'ALB, et l'ALB te dit, pour moi, il n'est pas debout ce pod. Donc je te renvoie une 503, et je t'interdis d'y aller parce que pour moi, il n'est pas debout. Alors que Cube, ici, il est debout. Mais lui, il attend la vérification complète. Donc ça dure quelques secondes, en fait. Mais dès qu'on a un nouveau pod, on a des 503. Et ça, c'est embêtant, quoi. Du coup, AWS, il n'est pas capable de contacter ce pod. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? En fait, on a fait ce qu'on appelle une readiness gate. Donc, du coup, on a rajouté au niveau du namespace une condition qui dit que dans tout ce namespace-là, tous les pods qui vont pousser auront une injection de conditions pour vérifier que l'ALB a bien conscience que je suis debout et réveillé avant que Kubernetes accepte que je sois debout. Voilà. Donc là, on peut le voir. On rajoute ça au niveau du namespace. Et donc là, on a créé un pod Nginx. Et vous pouvez voir que dans le pod Nginx, automatiquement, il y a une condition qui s'est rajoutée et qui a dit, OK, attends que l'ALB considère que je suis debout. Donc pour Cube, il ne va pas seulement vérifier la readiness en disant hey, j'ai tapé sur /index et donc sur /index.html et donc du coup j'ai bien reçu une 200. C'est pas suffisant. Il faut aussi que le LB te retourne que tu es bien debout. Premier point. Donc là, nickel. Donc on a un démarrage du pod qui est un peu plus... Enfin, le démarrage n'est pas plus long, mais avant qu'il soit up d'un point de vue trafic, c'est un poil plus long parce que du coup ça attend 1 seconde ou 2 de plus que la LB réponde. Mais c'est pas grave parce que ça se fait, on parle de quelques secondes, donc c'est pas un souci. Et donc là, on a bien une 200 parce qu'on attend bien que l'ALB valide, et donc du coup, Kubernetes considère que c'est valide à partir du moment où l'ALB valide. L'ALB fait partie des conditions. Un autre problème qu'on a eu, alors ça, c'est un problème qui arrive avec les petites infrastructures, enfin les petites infrastructures, on va dire jusqu'à une dizaine de machines. Au-delà d'une dizaine de machines, c'est un problème qui a moins de chances d'arriver. C'est pas impossible, mais il a moins de chances d'arriver. Donc en fait, nous, on est assez à l'aise sur la partie gestion Kubernetes. Enfin, c'est notre domaine d'expertise. Donc du coup, on a conseillé aux clients un truc, c'est qu'on leur a dit, écoute, on peut installer un module qui va permettre de manager les instances EC2. On va le délivrer à Kubernetes. Et donc, Kube peut appeler des machines, enfin, grâce à un agent, il peut appeler des machines, parce que Kube, à la base, il crée des pods, il ne crée pas des machines. Hein. Donc, Kube, on lui fixe des machines, et puis après, Kubernetes, il fait le chef d'orchestre dans ces machines. Mais il n'est pas capable de créer une nouvelle machine et d'aller la chercher quelque part. Donc, c'est un autre outil qu'on a mis en place qui permet d'aller chercher des machines. Donc, vu qu'on est à l'aise et qu'on sait scaler et qu'on lâche trop de sous sur EC2, sur les instances, du coup, on lui a dit, bah, écoute, nous, on peut te réduire le coût de ta instance EC2 en achetant des spots. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plusieurs façons d'acheter une machine sur AWS, mais il y a l'on-demand, donc vous payez le prix fort. Il y a le saving plan, vous achetez une VM à l'année ou aux 2 ans ou aux 3 ans et vous la payez moins cher. Vous pouvez réduire avec le saving plan jusqu'à 40% de votre coût de vos machines en fonction du nombre d'années que vous achetez. Et il y a les spots. Les spots, c'est 70% de moins que le on-demand. Pour les machines qui ne sont pas trop sous tension, parce que ça réduit un peu sur les machines qui sont sur tension. Et donc, vous pouvez réussir à aller chercher jusqu'à 70%. Donc, c'est hyper intéressant. Et vu que nous, on sait scaler, on a l'élasticité de Kubernetes, on s'en fiche de perdre une machine. Et puis, plus tu sais perdre quelque chose dans ton infrastructure, plus tu es à l'aise avec le fait de perdre quelque chose, plus ton infrastructure est résiliente. Et plus ton infrastructure, elle va tenir un cap et être toujours up.
il faut s'habituer au crash. Le crash fait partie de la vie. Vous ne pouvez pas partir du principe que votre infrastructure elle va durer éternellement. Il faut accepter qu'il y a un truc qui va péter un jour. Donc pour ça, on a accepté d'être sur des spots. Donc on les paye beaucoup moins cher. Donc c'est très cool. Problème, c'est pas une très très grosse infra en fait. Avec 5-6 machines, on fait tout tourner chez eux, à l'époque. Et aujourd'hui, on a... Donc du coup, le problème qu'on a eu, c'est ça. C'est qu'on a... J'ai réduit évidemment le nombre d'instances. Donc on a 2 nœuds. 2 nœuds, les nœuds, c'est ni plus ni moins qu'une machine, une instance EC2. Donc il y a 2 pods, on a un deployment qui a créé 2 pods. Ces 2 pods-là, ils démarrent chacun sur une machine. Très bien, tout va bien, c'est le meilleur des mondes. Qu'est-ce qui se passe? On a un nœud qui se fait reclaim. Donc là, c'est le fait que AWS, il te dit, tu as le droit d'utiliser des spots, tu les payes moins cher, par contre, je les rappelle quand je veux. Donc je te préviens un peu avant, parce que je ne suis pas non plus un sagouin, je te préviens que dans 2 minutes, cette machine-là, je la récupère, elle n'est plus à toi. C'est le deal. Pas de problème. J'accepte de perdre des machines parce que je veux une infrastructure résiliente. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je me fais reclaim. Donc ce pod-là, il meurt. Mais il faut bien le créer, ce pod-là. Donc là, Kubernetes, il va faire 2 choses. Premièrement, il va rappeler un nœud. Il va dire, j'ai besoin d'un nouveau nœud, du coup. Mais aussi, en même temps, il va aller devoir démarrer un autre pod. Sauf que cet autre pod, il ne peut pas le démarrer sur le nœud qui est là, parce que le nœud qui est là, il est en train d'être rappelé. Donc il n'est pas encore up. Donc c'est le temps qu'il arrive. Il met quelques secondes, quelques dizaines de secondes à arriver. Mais en attendant, il faut bien démarrer le pod. C'est le boulot de Kube. Donc il va voir là où il y a de la place. Puis il voit dans le nœud d'à côté, il peut y aller à la place, je vais le mettre là. Parfait. Donc on se retrouve dans cette configuration. Et ça, on n'aime pas du tout. Parce que là, on perd l'élasticité de Kube. C'est-à-dire qu'on agrège et on concatène nos pods sans avoir une élasticité sur un ensemble de nœuds. Et en plus, on a un nœud qui tourne quasiment à vide, qu'on paye pour rien. Donc ça sert à rien. On ne veut pas ça. On a les inconvénients et aucun avantage. Qu'est-ce qui se passe? Je vous le donne en 1000, je me fais reclaim, je perds mon nœud, je perds tous mes pods. Donc mon service ne répond plus le temps qu'il redémarre les pods. Donc, ça dure quelques secondes, mais on ne veut pas ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous le donne en 1000. Il recrée les nœuds, il appelle un nouveau nœud, du coup, pour remplacer le nœud qui est perdu, mais en attendant, il démarre les pods. Donc, il les démarre sur un autre nœud. Et donc, je me retrouve à avoir 2 pods sur un deuxième nœud. Et donc, en fait, je suis dans une boucle infernale où mes pods finissent par, à la fin, s'agréger ensemble. Et que ma seule façon de les éparpiller, c'est de les détruire. Parce que le boulot de Kubernetes, c'est de spreader, c'est-à-dire d'éparpiller les pods sur le maximum de nœuds qui est disponible. Il le fait, mais il le fait sur des événements. Il ne le fait pas quand tout va bien. S'il y a tout qui tourne comme là, lui, il sait qu'il doit démarrer ce pod-là sur ce nœud-là, mais il va attendre un événement. Il va attendre, par exemple, que lui crache. Donc si lui, il crache parce que, je sais pas, il crache, il a planté, il y a un problème dans le code, il a planté, boum, ou j'arrive derrière et puis je kill le pod, lui, automatiquement, il va aller le démarrer à cet endroit-là. Mais il va attendre un événement. Il va attendre un crash, il va attendre un delete, il va attendre un truc. Il ne va pas aller volontairement supprimer un pod qui tourne très bien et qui fait sa vie. Du coup, on a utilisé un outil de la communauté qui s'appelle Descheduler. Descheduler, son but, c'est d'aller éparpiller d'une manière constante, d'appliquer une sorte de règle qu'on a appliquée avec des pods anti-affinity et des nodes affinity. On peut lui donner des règles et lui va vérifier non-stop que ces règles-là sont toujours vraies. Donc là, on a fait un pod anti-affinity, on a dit, l'idée des pods, c'est d'au maximum essayer de démarrer sur une topologie key par hostname. C'est-à-dire que les pods doivent être séparés d'un point de vue nom de machine. Bon, là, il y a un node affinity en fonction du réseau, parce que c'est vrai que, je ne l'ai pas dit, mais il y a 2 réseaux. Il y a un réseau privé, il y a un réseau public, ce qui nous permet d'être compliant avec la norme SOC 2, et donc, du coup, de séparer la partie privée et la partie publique. Et donc, du coup, derrière, on a un hostname qui permet de définir une horizontalité de la création de pods sur toutes les machines. Et donc, en fait, quand Descheduler, il voit ça, il fait ça.
je kill ce pod-là. Voilà, c'est vraiment un killer de pod, quoi. Il va arriver, il va dire, OK, lui, il a rien à faire ici, j'accepte pas qu'il soit là, il dégage. Et dès qu'il va avoir un nœud maximum, en fait, ça, c'est un poids, hein. Cette règle-là, elle a un poids. Donc, dès qu'il a besoin de scaler, mais que tous les pods sont sur tous les nœuds, et du coup, il va aller en recréer sur d'autres. Mais il va vérifier quand même qu'il y a un maximum de pods sur un maximum de nœuds. Voilà le travail de DScheduler. Et donc ça, c'est assez cool, parce qu'on se retrouve dans la bonne cas de figure, même si on se fait reclaim une machine. Alors du coup, est-ce qu'il y a de la réduction de coûts? Alors ça, c'était avant. Donc en janvier, on est à 3 000 $ de dépenses, avec énormément de dépenses sur EC2. Et en mars, on arrive à 1 400 $. Donc là, on a une réduction qui est énorme. On voit que c'est instance EC2 Other, qui est plus qu'à 600, 700 balles, un truc comme ça. Donc il y a une réduction de plus de la moitié, parce qu'on était à 1008, 1009, et donc là on est passé à 700 €. Donc plus de la moitié de réduction là-dessus, et un gain énorme. Et ça grâce aux instances POT et grâce à une meilleure gestion du nombre d'instances, c'est-à-dire qu'on a réduit le nombre de machines utiles. Ça fait un gain quand même de réduction de 52%, donc on a eu un gros gain là-dessus, qui est le chiffre maximum en fait. Nous, en moyenne, quand on migre nos clients ou quand on intervient sur clients, on essaie de leur faire gagner au moins 20 à 30%. Donc nous, on essaie vraiment de réduire les coûts cloud de nos clients, c'est notre but et on est appelé souvent pour ça. Et donc là, aujourd'hui, on a 52% de réduction de coûts cloud sur ce client. Derrière, le déploiement par service est passé à 5 minutes maximum. C'est le maximum. Il faut savoir que dans ces 5 minutes, il y a les 2 minutes de image updater le temps qui se met à jour. En fait, il attend 2 minutes. Donc, c'est le maximum 5 minutes. Donc, c'est vraiment, on a fait gagner du temps. Je pense qu'on a fait gagner beaucoup plus que 1 500 € par mois parce que le temps de dev, ils ont gagné en agilité derrière. Ils ont développé plus vite, plus sereinement. Enfin, il y a eu un vrai changement avant et après. Alors nous, on a plein d'autres idées pour ça. D'ailleurs, c'est un client avec lequel on continue de travailler. Une des idées pour réduire les coûts, je vous le partage comme ça, mais ça, c'était plus pour moi, c'était des petites notes à la fin. Il faut se rendre compte que sur AWS, en fonction de la région où vous êtes, une machine ne coûte pas du tout le même prix. Voilà, là, par exemple, vous avez une C6G large. Elle coûte 10 centimes de l'heure en Amérique du Sud et elle coûte 4 centimes de l'heure en Asie. Voilà. Donc, il y a des différences qui sont énormes. Et donc, la région où vous allez vous implémenter, hyper importante. Et derrière, on continue de travailler avec ce client, notamment en fait pour la mise en place de Cilium. Donc Cilium, c'est un projet cloud native qui permet de gérer, de manager l'aspect réseau d'un cluster Kubernetes. Et donc du coup, avec de l'EBPF, en fait, on est capable d'exécuter du code au niveau de la couche ISO, au niveau du moment de la gestion du réseau. Et on est capable de voir, d'analyser les paquets, où est-ce qu'ils passent, où ils vont, comment ils interagissent entre eux. Et on arrive à faire une roadmap, donc ça, c'est nos clusters, en fait, pour voir ce que font les choses entre elles, quoi. Et donc, du coup, c'est passionnant parce qu'on arrive à mieux comprendre ce qui se passe dans le réseau, analyser et puis à rediriger. En fait, il faut se rendre compte qu'on est capable de suivre l'école entre les microservices, qui appelait qui, avec quoi, comment. On peut aussi également démarrer plus de pods par node. Un des petits problèmes dans cette société, elle a scalé. Mais aujourd'hui, il faut vous rendre compte que quand vous avez une machine, une instance, la carte réseau, elle est capable d'avoir 5, 10, 15 IP en fonction de la carte réseau que c'est. Donc du coup, même si vous avez de la place pour créer d'autres pods, des fois, vous ne pouvez pas, parce que vous avez déjà 15 pods de démarrer. Si vos pods ne consomment pas trop, et en fait, ils ont une IP par pod. Donc du coup, vous vous retrouvez à vous dire, ok, je ne peux plus créer d'autres pods dessus, Cube, il ne peut plus, il va les créer ailleurs, alors qu'il y a de la place, il y a du CPU et de la RAM. C'est quand même hyper dommage. C'est perdu, quoi. Et donc du coup, avec Cilium, on est capable de dire, il y a une IP, et on fait le retracement directement en interne et on redirige au pod qu'on veut. Donc les pods n'ont plus d'IP. Et donc on peut en démarrer 10 000 sur un nœud. Tant qu'il y a du CPU et de la RAM, on s'en fiche, on est capable de rediriger avec du Cilium. Et également, justement, j'en parlais au début, ils sont en train de migrer vers Azure. Donc là, aujourd'hui, là, ça fait maintenant plus d'un an qu'on a fait ce projet avec eux. Enfin, un an à peu près. Et donc, du coup, ils ont l'envie de partir sur Azure. Et donc, du coup, là, on est en train de démarrer un AKS. Et donc, on va aller migrer certains services vers là-bas. Donc, en fait, on va avoir un cluster multi
multi-cloud, parce qu'ils veulent avoir une partie sur Azure, une partie pas sur Azure. Et donc, en fait, avec Cilium, on va être capable de partager des connexions comme ça en disant, bah, maintenant, ce service-là, tu me l'envoies vers Azure, tu me l'envoies vers un AKS. Et donc, on va pouvoir maîtriser vraiment de manière très, très fine les paquets et la gestion des paquets. Voilà. La conclusion, bah, une image vaut 1000 mots d'après Confucius, parce que c'est pas moi qui dis ça. Du coup, ça, c'est un message c'est un mail de notre client qui nous a félicité et remercié parce que c'était vraiment, les résultats étaient vraiment là et ils ont une énorme amélioration du travail, de leur infrastructure. Et donc aujourd'hui, c'est encore un client avec lequel on travaille, on est en train de mettre en place plein d'autres choses. Voilà. Et donc, du coup, si un jour vous passez par Lyon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Nantais ou autre, mais en tout cas, si vous passez par Lyon, vous êtes le bienvenu. On paye toujours le café. Voilà un petit peu. J'espère que ça vous a plu et je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup Tanguy, c'était très clair. Je sais pas si vous m'entendez bien là, c'est bon, je suis Super, revenu ouais, je complètement. t'entends bien. Ok. Pardon, je t'entends bien. Je dis on, mais Euh, je suis tout seul. je vais regarder un peu s'il y a des questions qui ont été posées dans le chat. S'il y en a qui en ont, n'hésitez pas à le faire maintenant. Alors, je sais pas si c'en est une. Sidali, il y a les backups après la suppression des anciens VM. Est-ce que c'est une question, c'est une affirmation? Les anciennes VM, qu'est-ce qu'on en a fait? Bah après, l'ancienne infrastructure, on l'a détruite, hein, on l'a déprovisionnée. On a évidemment attendu de pouvoir faire des rollbacks, de pouvoir revenir en arrière, leur donner confiance dans l'infrastructure. Et derrière, une fois qu'on leur a donné confiance, on a pu faire le ménage côté cloud. Et c'est pour ça que on voit entre le mois de janvier et le mois de mars, du coup, parce que les deux factures, il y a un mois de trop au milieu. Bah, le mois de trop, ça a été le mois où on a augmenté en termes de coûts, hein, parce qu'on avait les deux infras qui étaient debout. Donc on payait le coût double. Et puis après, bah, on a fait la migration, on a bien testé, on a bien prouvé, et on l'a fait au début du mois de février. Et après, on est arrivé sur la fin et on a tout nettoyé pour avoir un mois de mars nickel d'un point de vue facture. Ça marche, du coup j'enchaîne avec sa deuxième question. Pourquoi est-ce qu'il veut passer sur Azure? C'est un problème politique. C'était un problème politique. Ils ont décidé de partir sur Azure parce que la boîte a été rachetée. Donc c'est toujours nos clients, mais la boîte a été rachetée. Et il y a une énorme partie de la société mère est sur Azure. Donc du coup, ils veulent migrer sur Azure. Et donc voilà. Donc du coup, on est en train de faire ça. Et puis aujourd'hui, avec les modèles d'IA, ils sont en train d'essayer d'intégrer. Ils ont eu des crédits Azure. Et grâce à ça, ils ont pu avoir des clients. Azure a réussi à les gagner en tant que client. Sur Azure, c'est très intéressant les spots parce que elles peuvent descendre jusqu'à 90% moins cher. En fait, il faut se rendre compte que c'est beaucoup moins en avance Azure. Le système de gestion des instances d'Azure n'est pas encore assez développé. Moi, je suis contributeur sur la partie sur l'outil qui s'appelle Carpenter sur Azure. Il s'appelle Carpenter aussi sur AWS, qui permet de gérer les machines. Et du coup, on a dû contribuer parce qu'il manquait des features. Il est encore très très jeune sur Azure. Et donc, du coup, il y a peu de gens qui utilisent les instances spot d'un point de vue très industriel, comme là, on peut l'utiliser sur AWS. Mais c'est en train d'arriver. Ça marche. Je n'ai pas de compte. Hein. Je ne sais pas qui. LinkedIn User, Cilium fait du service mesh? Ouais, tout à fait. C'est le but de Cilium. C'est vraiment son but. Et en fait, il est. Franchement, c'est un outil. Nous, on est encore en train un peu de le tester, mais c'est dingue la capacité en fait, ce qu'on peut voir en fait, parce que grâce à ça, on est capable de sauvegarder une séquence de requêtes et de la rejouer. Donc c'est génial d'un point de vue test et d'un point de vue perf. C'est vraiment hyper pertinent. Donc quand on a un crash qui arrive, on est capable de dire ok, quelle séquence de requêtes a déclenché ce crash. On récupère cette séquence-là, on la rejoue sur staging, on voit que ça recrache, on corrige le bug, on la rejoue, ça passe. Et ça, c'est vraiment génial. Par contre, je ne vais pas vous mentir,
c'est chaud. C'est pas facile. Enfin, nous, on s'est cassé les dents dessus. Voilà, on est à 3, on est à 3 DevOps dessus, 3 ingénieurs à bosser sur cette question-là. Et donc, on en apprend encore un peu tous les jours. On est encore un peu, on va dire, en train d'apprendre parce que c'est un outil qui est très complexe, mais qui est très pertinent. Impec. Bah, écoute, c'est la dernière question. On en avait que 3, 4. Donc on est tout bon. Merci beaucoup Tanguy. Merci pour la presse, c'était très clair. Super. Et puis j'espère à bientôt pour un autre talk sur France DevOps. Eh ben, avec grand plaisir. Merci à vous pour l'orga, c'était aussi très carré, en tout cas. Merci, très bonne journée et bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Moi, je vais y aller. Bonne journée à tout le monde. Ciao. Au revoir.